par des invasions qui n'étaient pas le fruit d'un désir de pillage. Charles Martel à Poitiers, Pelayo à Covadonga, Jean VIII à Rome et Guillaume le Libérateur à Tourtour ont arrêté des hordes qui avaient pour objectif premier la destruction des églises et des monastères. Disons plus clairement, la destruction de la chrétienté. Ceci n'est-il pas de brûlante actualité? Et je termine par là, n'est-ce pas, grâce aux précurseurs et aux figures de proue d'Orient et d'Occident, que nos pays de chrétienté ont pu, malgré les invasions, adorer le Dieu, celui de notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas de la religion que je ne nommerai pas. De nom, l'impression générale qui me semble s'être dégagée, donc c'est à la fois que les Sarrasins font des incursions, sur toute la côte méditerranéenne. On a un peu l'impression qu'ils ne vont pas nécessairement en profondeur. Leur objectif, c'est essentiellement le pillage, la destruction des biens d'église. On n'a pas l'impression qu'ils ont mis en place un système de dimitude, comme on en parle beaucoup. On a en revanche l'impression que leurs invasions, sinon leurs conquêtes, sont facilitées par les guerres intestines des pays, des provinces auxquelles ils s'attaquent. Voilà à peu près les grands éléments qui me semblent s'être dégagés jusqu'à l'arrivée de Guillaume le Libérateur, que vous considérez comme un précurseur. Là peut-être vous prolongez à la limite de Hugues Capet en disant c'est un petit peu l'impression que votre conclusion tout de même. Voilà, donc voilà à peu près les grandes lignes que moi j'ai retenues. Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions précises? Une précision, dans les grandes lignes, la résistance aux invasions. Bon, maintenant, les tentatives de dimitude, en Provence, ils n'ont pas tellement eu, sauf peut-être à la garde freinée. Et encore, on n'a pas de preuves tangibles. Mais il n'y a pas eu de dimitude en Provence qui n'a pas eu le sort de l'Italie du Sud ou de l'Espagne. Oui. Mais s'ils ne l'ont pas eu, s'ils n'ont pas mis en place, si on peut dire, ce système de dimitude, c'est tout simplement parce qu'ils ont été repoussés, puis parce qu'on se réfugiait à l'ombre des places fortifiées, et également on se réfugiait dans les montagnes, témoin nos villages et petites villes provençales bâties en hauteur, ou plutôt rebâties en hauteur. Et de toute façon, les raids entraînés du pillage, mais aussi des captures. Et c'est exactement le système des pirates barbaresques au 7e siècle. Donc il y a eu, sinon il n'y a pas eu de dimitude, de véritable dimitude, mais il y a eu pire, les razzias qui alimentaient un esclavage. Donc Dominique et puis après le monsieur. Est-ce qu'il serait possible de revenir sur le rôle de Jean II? Parce qu'on n'a pas vraiment compris s'il avait encouragé une résistance militaire ou non. Vous voulez dire le pape? Oui, c'est ça. C'est pas Jean II, c'est Jean VIII. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. C'était un pape extrêmement actif, et il a encouragé la résistance militaire par
par le fait même qu'il s'est trouvé assiégé dans Rome. Et alors, il a fait en sorte que l'on ne tourne pas au même désastre qu'à l'époque précédente, quand Rome avait été saccagée au temps de Sergius II. C'était d'ailleurs un pape, je l'ai dit, qui mériterait d'être mieux connu. Il a su s'opposer également au diktat des empereurs, des souverains carolingiens, de Germanie en particulier, qui ont tendu à domestiquer en quelque sorte l'Église. Oui, bonsoir monsieur. J'ai retenu quelque chose dans votre discours. Vous avez dit l'abîme d'ignorance qui existe sur le plan des invasions islamiques qui sont, à l'heure d'aujourd'hui, extrêmement d'actualité. Nous en sommes à un stade complètement hallucinant, mais tout à l'heure vous aviez dit qu'il n'y avait pas tellement de traces de ces invasions. Si, j'ai la chance d'habiter le Luc en Provence et nous avons des traces architecturales de l'invasion islamique. C'est-à-dire que nous avons par exemple des tours sarrasines qui existent un peu dans toute la plaine des morts ici, où vous pouvez en trouver des traces. Vous avez aussi toute une architecture islamique qui est caractéristique. Par exemple, vous avez des voûtes qui ne sont absolument pas comme celles-là, vous voyez, qui sont derrière vous. Vous avez des voûtes islamiques, c'est-à-dire que c'est très caractéristique de l'architecture islamique. Et vous pensez, peut-être, ou je ne sais pas si vous pensez réellement, mais cette invasion islamique a duré très très longtemps. Jusqu'au XVIIIe siècle, ici par exemple, nous sommes à Toulon. Nous sommes à Toulon où on avait un bagne. Il suffirait par exemple de relire un auteur qui s'appelle Eugène Sue, par exemple. Eugène Sue est un auteur peu connu, à part des mystères de Paris ou des choses assez anecdotiques comme des feuilletons, etc. Mais il était chirurgien de la marine, et ici on est à Toulon, il était chirurgien de la marine à Toulon. Et il a dit quelque chose de très vrai, c'est qu'ici on était, ici juste derrière nous là, c'est pas la peine d'aller très très loin, on va sur le port ici, il y avait des galères ici. Il y avait des galères, elles étaient occupées par qui ces galères? Parce que nous, j'allais dire occidentaux, nous n'étions pas totalement innocents non plus. C'est-à-dire que si les islamistes, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, sont venus rasier en Provence des esclaves, nous avions des églises ici, j'ai des prêtres ici qui sont, je ne sais pas, il y en a trois. Il doit savoir que il y avait ce qu'on appelait des chapelles qui étaient dédiées aux pauvres esclaves pour racheter les pauvres esclaves qui étaient détenus tant à Tunis qu'à Alger par les barbaresques. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, nous avions des hôtels, et encore maintenant, je pense que dans certaines chapelles de France, on peut revoir de ces chapelles qui sont dédiées aux pauvres détenus qui étaient détenus par les barbaresques, tant à Alger, que vous devez connaître, que le bête Tunis, qui était en particulier le bête Tunis, qui était un des plus esclavagistes qui puisse exister sur la planète. C'était son fonds de commerce, on pourrait dire. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Eugène Sue disait que ici à Toulon, nous avions des esclaves, très curieusement, qui prenaient les mauvaises habitudes que nous avions nous, c'est-à-dire qu'ils buvaient de l'alcool. C'est-à-dire que ici, on avait pour habitude à Toulon d'avoir un bagne, mais de ne pas les rémunérer pour leur période de barbaresque quand ils ramaient pour nous. On ne les rémunérait pas, donc ils étaient obligés de gagner un petit peu des sous. Ils fabriquaient des trucs sur le port, ils les vendaient, enfin, etc. Et ils achetaient de l'alcool. C'est dommage parce que les musulmans ne buvaient pas d'alcool. Donc ils se bourraient la gueule comme nous, et tout tranquillement. Mais ça a duré très très longtemps. Bien après, ça a duré Et alors, si vous saviez maintenant comment ça dure, parce que c'est pas fini l'histoire. Ça dure toujours aujourd'hui. Est-ce que vous avez une question? Oui, allez-y. Non. Est-ce que vous avez une question?
Ah ben, la question c'était ça, c'était est-ce qu'il est au courant? Voilà, surtout après il va pas en répondre. On va lui Voilà, on va lui demander s'il est au courant de tout ça. Parce que c'est hallucinant comme truc. Parce que c'est bien de parler de l'histoire, mais Bon, alors- c'est aujourd'hui, ça dure toujours aujourd'hui. Oui, alors, serions les différentes questions. Allez-y. Bon, en premier lieu, je n'ai pas dit qu'il y avait peu de traces. Il y a peu de traces écrites. Ah oui. Il y a peu de traces sur les textes. Bon, maintenant, la question de l'esclavage bon, est parallèle, si j'ose dire. Bon, nous parlons en ce moment des razzias faites entre le 8e et le 10e siècle, c'est-à-dire pour le rachat des esclaves avant l'instauration des mercénaires et des trinitaires. Bon, alors, donc nous sommes avant l'époque turque, celle du XVIe siècle, sur laquelle il y a énormément de choses à dire et qui n'entrent pas dans notre sujet immédiat. Bon, naturellement, cette question de l'esclavage arrive justement comme résultat de certaines razzias qui ont partiellement réussi. Bon, quant à l'insécurité de la Méditerranée, elle n'a pas duré jusqu'au XVIIIe siècle, elle a duré jusqu'en 1830. Parce que chacun sait que l'abolition de la course par le Congrès de Vienne en 1815 a été, c'est le cas de le dire en faisant un mauvais jet de mots, a été un coup d'épée dans l'eau. Oui. Donc, revenons exactement au sujet, c'est-à-dire voir les résultats justement de ces invasions qui ont véritablement existé, et surtout, c'est là l'essentiel, c'est qu'elles obéissaient à un objectif bien prémédité. Ça, assurément. Bon, il n'y a pas eu que les biens d'église, bien entendu, parmi les dégâts, mais enfin, il faut souligner que ça a été souvent, et puis les objectifs, la capture de Saint-Bayeul n'est pas fortuite. Bon, bien sûr, il y avait la question de la cupidité qui jouait. On savait, les musulmans étaient très bien renseignés et ils savaient que l'ordre de Cluny avait des revenus importants, donc on pouvait demander une grosse rançon. Mais enfin, la question n'était pas là. La question était avec objectif dernier, la destruction de la chrétienté. Donc, pas de volonté, j'essaie de forcer un peu le trait, pas de réelle volonté d'implantation, pas de mise en place de dimitude, néanmoins des traces architecturales, pas de traces de mosquées, a priori, on n'a pas retrouvé de traces de mosquées, ce qui tendrait à prouver qu'ils ne cherchent pas à s'implanter. Non, ils n'ont pas trouvé, ils ont trouvé une résistance. Oui, ils ont trouvé une résistance. Mais on ne trouve pas de traces de mosquées de l'époque en Provence. Donc est-ce que ça nous permettrait de penser que la longévité ou la durée de leur présence tient au fait des dissensions entre les chrétiens? C'est un petit peu ce qui ressort. Et que ces dissensions, uniquement le pape a réussi les papes ont réussi à redonner de l'unité. Oui, les papes et l'ordre de Cluny aussi. Les papes et l'ordre de Cluny ont réussi à redonner de l'unité face à l'islam, mais sinon, les populations locales restaient, non pas bataillées entre elles, mais restaient désorganisées entre elles. Pas jusqu'au bout. Et d'autre part, d'autre part, entendons-nous bien, les dissensions avec appel aux Sarrasins contre les autres chrétiens n'ont jamais, sauf erreur,
n'ont jamais concerné les populations elles-mêmes. Ça a été uniquement une trahison de notables. Le scénario de l'Afrique du Nord, de l'Espagne, s'est retrouvé à une échelle moins grande d'ailleurs, mais enfin ça explique l'expédition. Nous sommes avant le sujet. Enfin, ça explique l'expédition de Charles Martel. Et d'autre part, j'insiste, faute de temps, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais c'est absolument capital. Je ne suis pas spécialiste de la question, je ne suis pas médiéviste. Cependant, à ma connaissance, il n'y a pas d'exemple de compromission de prélats et de clercs, c'est-à-dire donc des gens d'église, avec les envahisseurs. Ça, je reste formel là-dessus, c'est une trahison de cadre. Le mot cadre ne convient pas, hein, je l'emploie par commodité. C'est une trahison de notable. En langage du XXe et du XXIe siècle, et il faut dire les mots, c'est une trahison des forces élites. Oui. Et d'autre part, comme chacun sait, les gens plus ou moins convertis sont les plus élevés. Oui, oui je voudrais, mais il y a peut-être d'autres questions. Alors là, je l'expliquerai en dernier lieu, afin de ne pas être trop long maintenant. Il y a un exemple antérieur, celui de Roncevaux et de la chanson de Roland, mais je parlerai tout à fait en dernier lieu, quand il n'y aura plus de questions. Donc, Julien, merci professeur pour cet exposé sur la première invasion sarrasine, puisqu'il y en a une deuxième en cours depuis 40 ans, qui touche la Provence et toute l'Europe occidentale. Alors, merci aussi de nous aider à reconquérir notre mémoire, puisque pour que cette conférence, à mon avis, porte tous ses fruits, il faut que chacun, conscient de l'enjeu qu'il y a derrière cette question historique assez conflictuelle, que chacun soit conscient qu'on doit maintenant transmettre cette mémoire. Comme le dit Raoul Busquet, auteur d'une histoire de la Provence, très célèbre, c'est la date de naissance d'une nation provençale qui, dans ses contours, ressemble grosso modo à ceux de la région administrative PACA aujourd'hui. Et donc il y a aussi la naissance d'une identité. Et puis, vous avez évoqué les razzias sur Toulon, on peut aussi évoquer une razzia autorisée, organisée, encadrée, soutenue par un roi de France qui s'appelle François Ier, pendant l'hiver 1543-1544, où on a fait fuir la population, on a donné les maisons qui sont derrière vous, dans ce centre-ville historique, aux Turcs, on violait les tombes, on violait évidemment les femmes, on emmenait les enfants en esclavage. Un chroniqueur de l'époque nous dit Toulon avait un air de Constantinople. On vendait des esclaves chrétiens derrière nous sur le port, et la monnaie ici en cours, c'était la monnaie ottomane. Voilà, je pense que cette occupation a été le fruit d'une alliance qui nous a moins rapporté, un peu c'est vrai, mais moins rapporté que le déshonneur qu'elle a jeté sur François Ier et une partie de ses successeurs. Une question précise. Sur la route entre Sifour et le port du Brusque, vous avez l'oratoire de Manogineste. Et on voit Saint-Pierre dans l'oratoire avec une plaque aux Sifournais qui, si je ne me trompe pas, en 760, ont repoussé les pirates sarrasins. Est-ce que vous avez plus d'éléments précis sur cette bataille dont je n'ai trouvé aucune autre trace? Non, alors là... je connais très vaguement l'épisode que vous situez, n'est-ce pas, près de Sifour. Oui, mais je n'ai aucun renseignement précis, mais la question évidemment m'intéresse. Oui. Sur François Ier, il y aurait beaucoup à dire, mais ce serait très long. C'est pas le sujet. Je peux vous poser juste une. Encore une. Ah, une dernière. Dans le sujet. Pas que Julien n'en a pas vraiment posé. Oui, je sais, mais C'est une question parce que j'ai entendu parler, alors en plus je suis dans le sujet, Charles Martel n'aurait
pas arrêté, parce que tout le monde dit oui, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers, enfin, etc. Il semblerait que, professeur, je pense que vous êtes très spécialiste de la question, et il semblerait que ce ne soit pas totalement des Arabes. Le CID, par exemple, qui est cité, le CID Sidi, en fait en arabe, ce seraient des troupes, on allait dire espagnoles, convertis plus ou moins mercenaires, agissant pour j'allais dire les envahisseurs arabes de l'Espagne. Il semblerait que ceux qui sont montés jusqu'à Poitiers n'auraient pas été totalement ni musulmans, ni forcément arabes. Alors, je vais un peu couper la question en deux. D'une part, il n'y a pas d'arabe pur à ce moment-là, il y a des arabo-berbères. Bon, d'autre part. Et alors, entendons-nous bien sur les musulmans espagnols ou autres. Alors là, le deuxième point qui me fera parler maintenant de Roncevaux. Parce que, oui, parce que, entendons bien, certains beaux esprits, enfin il n'y en a pas ici, déclarent que les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne et que les Arabes n'étaient pas à Poitiers. Bon, autrement dit, moi je n'accorderai crédit à ces déclarations que lorsqu'on m'aura prouvé qu'en septembre 1939, les Allemands n'ont pas envahi la Pologne et qu'en mai-juin 1940, il n'y avait pas de Stuka et de Panzer en France. Et que actuellement, la Corée du Nord ne connaît pas le nucléaire. Bon, alors, maintenant, revenons au sérieux. Roncevaux. Là, il y a un livre excellent, écrit par la meilleure spécialiste de la question. Moi-même, je ne suis pas médiéviste, donc je ne suis pas spécialiste. Le livre écrit par Madame Musso-Goulard, Roncevaux, 15 août 1732, et dans lequel elle analyse entre autres la chanson de Roland. Et nous avons la légende, je schématise par la force des choses, il ne faut pas être trop long. Nous avons la légende selon laquelle Roland a été tué dans une embuscade venant de montagnards basques. Entre parenthèses, mauvaise traduction, il ne s'agit pas de basque, il s'agit de gascon. Bon. Et ensuite, nous avons l'histoire, je veux dire, la légende, donc, ce sont les Sarrasins, et l'histoire, ce sont les Basques. Or, les deux ont raison. Les deux ont raison, à savoir que Roland a été tué avec l'arrière-garde de l'empereur qui remontait de Saragosse. Roland a été tué, non pas par des Basques ou par des musulmans, mais par des Espagnols fraîchement convertis à l'islam et que l'on appelle les Banu Qassim. Alors, oui, il faut s'entendre sur le mot. Que signifie Banu Qassim? Bon, eh bien, ça corrobore l'invasion de l'Espagne par les arabo-musulmans, qui d'ailleurs les arabo-berbères.
et le pluriel de Ben. En Afrique du Nord, on dit Beni. Et Kassi. Kassi, c'est du pur berbère. Ça correspond, c'est transcrit en français Q-U-A-S-U-C-I. Or, nous avons un patronyme berbère très fréquent en Kabylie et qui est Kassi, s'écrivant K-A-C-I. Donc, il s'agissait, Madame M. Goulard l'a montré, il s'agissait d'une véritable tribu constituée par des Espagnols plus ou moins convertis, mais fraîchement convertis. Donc, il est exact de dire que Roland a été tué par des musulmans, disons par des Sarrasins. Bon, c'est la raison pour laquelle, à Poitiers, les troupes musulmanes qui étaient conduites par Abderrahmane, ne pas confondre avec le futur émir de Cordoue, évidemment, ces troupes étaient constituées très probablement par des Espagnols fraîchement convertis. Mais le fond était arabo-berbère. Exposé. Une petite question qui est peut-être effectivement hors sujet. J'ai été étonné par le fait que vous ne faisiez aucune allusion à quelqu'un qui, à ma connaissance, s'est illustré contre les Sarrasins, qui est Guillaume d'Aquitaine, qui a fini à Saguenay-le-Désert. Oui. Alors évidemment, on ne peut pas citer tout le monde, mais sans être hors sujet, il a eu sa part, très certainement, sa part, si l'on considère l'histoire et non pas la légende. Enfin, les deux pouvant d'ailleurs se rejoindre, comme je viens de le montrer, je crois, par Roncevaux. Mais il n'a pas eu de responsabilité comparable à celle de Guillaume le Libérateur. Par responsabilité, j'entends évidemment les levées de troupes. Pouvez-vous me rappeler ces dates approximatives, bien sûr, de naissance et de mort? Je ne néglige pas le personnage, mais il est évident qu'en une heure, dans un sujet comme ça, on est obligé de faire certaines omissions. J'ai essayé du moins de me limiter à ceux que j'estimais les figures de proue. J'ai employé l'expression de René Grousset parce que je la crois excellente, et ceux que j'appelle les précurseurs. Professeur, est-ce que vous auriez une raison, une explication au fait que, effectivement, Julien l'a expliqué, François Ier à Toulon, tout le monde s'en souvient, enfin, beaucoup de gens ont connaissance du fait qui a duré un hiver, hein, si les souvenirs sont bons. Par contre, on a eu l'occasion ici d'aborder le fait qu'il y a des mémoires qui sont passées un petit peu à la trappe. Donc on a évoqué les Blancs du Midi, hein, on parle beaucoup des Blancs de Vendée ou des Champs de Bretagne, mais les Blancs du Midi restent méconnus. Les invasions sarrasines, on en parle très peu, c'est pour ça que je vous ai demandé votre conférence. Mieux que ça, donc il y a une série dessinée, une bande dessinée assez bien faite d'ailleurs, qui est sortie sur l'histoire de la Provence, et dedans on va jusqu'à dire qu'on a beaucoup exagéré. On a beaucoup exagéré l'invasion sarrasine, et que je ne veux pas dire qu'ils ont fait du tourisme, mais on n'en est pas loin. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cette mise en avant, c'est-à-dire on prend un fait, donc c'est ce qu'a fait Julien sur François Ier, un hivernage, et là 2 siècles
2 siècles, c'est assez peu connu. Je ne sais pas qui connaissait Guillaume le Libérateur, mais je dois vous avouer qu'avant de vous avoir demandé cette conférence, personnellement, je ne connaissais pas Guillaume le Libérateur. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Oui, alors, d'abord, bon, le nombre enfin, à nos yeux insuffisant de sources ne signifie pas absence complète de sources, bien entendu. Bon, restons dans la période avant de parler de François Ier. Il y a une ignorance certaine. On se trouve, toute proportion gardée bien sûr, mais enfin, on se trouve en plein dans ces 9e et 10e siècles, avant, disons pour la France, avant l'avènement du Capet, en gros, on se trouve devant ce que Émile Félix Gautier, historien de l'Afrique du Nord, a appelé les siècles obscurs du Maghreb. C'est-à-dire une période noire, une période de confusion. Et alors, de ce fait, ça n'a pas porté. Ou alors, on s'en tire par une sorte de pirouette intellectuelle, à savoir, on a beaucoup exagéré. Bon, vous avez vu, on a beaucoup exagéré sur une bande dessinée, mais on peut le voir dans un que-sais-je excellent, enfin très bon, disons, parce que je fais quand même quelques réserves sur la période contemporaine, donc qui n'entre pas dans le sujet. Disons un bon que-sais-je, celui de Busquet, Bourrilly et Agulon. Vous avez cité Raoul Busquet il y a un instant. Également les invasions provençales, les invasions sarrasines en Provence sont, je ne dirais pas minorées, mais on les a quelque peu exagérées. Bon, de même que la Provence, alors ça c'est une contre-vérité absolue, la Provence a plus souffert de Charles Martel que des invasions sarrasines. Parce que, sauf erreur, Charles Martel n'a pas levé des esclaves en Provence. Ça c'est pas possible. Bon, enfin, ça n'a pas existé. Bon, alors donc, il y a ce côté. Maintenant, ne concluons pas par un constat d'échec, un constat de carence absolue. Bon, et insistons aussi, alors ça oui, là on n'en parle pas. Et il faut insister là-dessus, le rôle de l'Église, le rôle de Cluny. Bon, la personnalité de Guillaume le Libérateur, bon, qui n'est pas aussi importante que celle des abbés de Cluny, et de Bailleul en particulier, mais c'est un fait. Bon, maintenant, pour François Ier, nous sommes au XVIe siècle. Bon, le XVIe siècle, siècle de la Renaissance, mais avec l'envers du décor, c'est-à-dire ce que Jacques Hers, le meilleur médiéviste français, avec Régine Pernoud, et dans un autre registre, Georges Duby, enfin, du moins pour ne citer que les morts, ce que Jacques Hers appelle un coup de pub. Et en effet, le règne de François Ier est marqué par une série de textes, mais qui sont des textes de turiféraires. C'est-à-dire, il faut bien appeler des textes de valets de plume qui sont des louangeurs des puissants. Même lorsque ces textes émanent de personnalités éminentes, telles Joachim du Bellay et son frère le cardinal. Bon,
Bon, l'action de François Ier a été catastrophique. Bon, elle a entraîné par ricochet, d'ailleurs, l'arrivée des impériaux en Provence, et là, il y a eu des désastres matériels. Bon, mais ce qu'il faut voir, c'est que François Ier était infidèle au serment qu'il avait prêté au sacre, qui impliquait la défense du royaume contre les hérétiques et les infidèles. Ça, c'est grave. Ce qui est aussi grave aussi sur le plan matériel, ça a été la mise en sac du littoral, de la Corse, de la Sardaigne, du littoral italien. Et à ce moment-là, le grave danger, c'était que la Méditerranée redevienne ce qu'elle avait été après l'effacement de Byzance, c'est-à-dire un lac musulman. Et ça, nous y étions à deux doigts. Oui. Bon, l'histoire n'est pas un tribunal, entendons-nous bien. Mais enfin, il faut quand même signaler ce fait. Bon, que François Ier était un grand roi par ailleurs, ça nous ne le contestons pas. Les châteaux de la Renaissance sont là pour le prouver. Bon, Chambord l'excuse, mais à vrai dire l'excuse mal. Donc le mauvais point sur François Ier est confirmé, quoique il avait tout de même au sacre prêté serment de lutter contre l'hérésie et l'infidèle, et à l'institution du président de la République, je n'ai pas noté qu'on lui demandait la même chose. Donc il ne craint rien. Lui n'aura pas de mauvais point. Simplement une question pour... Simplement une question pour compléter celle de Philippe. Alors d'abord un petit rappel, j'ai quand même oublié de préciser que la cathédrale de Toulon a été transformée en mosquée et que l'appel du muezzin s'y entendait 5 fois par jour. Voilà. L'hiver 1543-1544, sous François Ier. Mais concernant l'absence de connaissances sur ce sujet-là, alors dans les milieux politiquement très à gauche, on le comprend, dans la société générale, par politiquement correct, on le comprend aussi. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que dans les milieux maurrassiens ou dans les milieux de la droite nationale au sens très large, on en parle aussi très peu. Et donc je pose une question. Est-ce que, quoi que l'on pense de l'alliance avec les Turcs, je ne parle pas de l'alliance, mais au niveau de la manière dont cette histoire de France a été parfois romancée dans les milieux maurrassiens, la manière dont Jacques Bainville en parle, est-ce qu'il n'y a pas finalement eu un espèce de roman maurrassien, décalque du roman républicain, qui consistait à dire, bon, on est royaliste, nos rois se sont alliés avec les Turcs, donc en fait on n'a pas de problème avec les musulmans, l'ennemi c'est l'anglais et puis personne d'autre, et donc on refuse de parler de toute trace de présence sarrasine en France, parce que finalement ça colle pas au roman royaliste. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un roman royal comme il y a un roman national? Enfin, je ne conteste pas Jacques Bainville, je ne suis pas historien, je ne le juge absolument pas. Mais est-ce que dans les... Donc peut-être pas accuser Jacques Bainville, mais dans les milieux militants, est-ce qu'il n'y a pas cette habitude de ne pas parler de ce fait un peu dérangeant? En France, on a deux églises, enfin deux traces des contacts avec les Sarrasins. Il y a une rue à Nice qui porte le nom d'un soldat niçois qui était à Lépante, et il y a à Saint-Raphaël, la cathédrale Notre-Dame de la Victoire, où il y a une reproduction du Christ basilique, en effet, reproduction du Christ de Lépante. C'est à ma connaissance les deux seuls exemples, les deux seules mentions qu'on a de nos contacts avec les Sarrasins. Alors pourquoi même dans nos milieux maurrassiens, la question de ce contact avec les Sarrasins est complètement occultée, alors qu'on ne parle quasiment que des Anglais toute la sainte journée? Écoutez, Julien, je vais répondre à la place parce que je me sens concerné, je vais répondre à la place du professeur. Je crois que dans les milieux maurrassiens dont je fais partie, je le reconnais, quand on a une carie, on brosse pas avec le carambar dessus, hein, tout simplement. Donc bon, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, effectivement, c'est pas ce qu'on préfère. Mais je le répète, ça a duré un hivernage. Donc Bainville, sa particularité, c'est d'essayer de tirer des grandes constantes et on va dire des lois de l'histoire. De celle-ci, effectivement, il n'y a pas d'hivernage.
Je parlais ça d'hivernage. Je dis que parce que nous sommes alliés avec les Turcs, on ne parle plus d'aucun contact que les sujets du Royaume de France aient pu avoir avec les Sarrasins, parce que ça briserait la légende dorée de la nécessaire alliance contre les impériaux. D'abord, laissons de côté les maurassiens, termes trop génériques. Bon, d'autre part, ne faisons pas un procès d'intention, étant donné qu'on ne peut pas parler de volonté de passer sous silence. Bon, pensons d'ailleurs que lorsque la mosquée de Paris a été construite en 1927, je crois, sauf erreur de ma part, seul Maurras, dans l'Action française, est intervenu et a protesté. À ma connaissance, seul exemple. D'autre part, encore une fois, l'histoire n'est pas un tribunal. Mais en fait, on ne peut pas parler de refus d'exposer les faits. D'ailleurs, Gagzot fait allusion dans l'histoire des Français. Je n'ai pas la référence en tête, mais enfin, il fait une certaine allusion. D'autre part, on ne voit pas l'action française. L'action française n'est pas un parti politique qui implique une unité de vue dans tous les domaines, et en conséquence, les interprétations sont libres, et il n'y a pas eu une doxa en quelque sorte d'Action française, et il n'y a pas de roman maurassien. D'ailleurs, parler de roman maurassien est complètement en dehors de la question, étant donné qu'il s'agit d'une méthode qui s'appelle l'empirisme organisateur et qui bannit absolument tout roman. Maintenant, je vous dirais aussi, alors là, c'est une parenthèse que je crois importante. Je n'aime pas beaucoup ces histoires de romans national et autres. Ça fait Erkman Chatrian, mais ça ne fait pas du tout la panoplie d'un nationaliste français, d'Action française en particulier. Et d'autre part, nous pouvons être royalistes tout en reconnaissant l'erreur monumentale de François Ier. C'est un fait. On peut être royaliste et penser que sur ce point, Charles Quint avait raison contre François Ier. Je crois avoir répondu le plus facilement possible, mais ce à quoi j'insiste, c'est qu'on n'imagine pas, qu'on ne puisse pas imaginer, parce que c'est faux, qu'il y a une doctrine maurassienne d'interprétation de l'histoire. C'est renier Bainville, renier Gagzot, c'est renier l'Action française, et c'est renier la vérité sur tout ce qui est grave. Ceci dit, l'histoire, donc l'histoire est au cœur des problématiques actuellement, puisqu'on voit bien qu'on a tendance à nous faire oublier l'histoire. Donc déjà ici, on s'appelle Café Histoire, donc on est très attaché à l'histoire. Moi je pense que discuter du roman national, l'histoire du roman national sous l'angle historique, ça pourrait être un sujet intéressant. De l'histoire bainvillienne, de l'histoire bainvillienne, pourquoi pas, on pourrait aborder ça. Il ne faut pas non plus se complaire dans la petite histoire et puis faire gonfler certains faits
je ne parle pas simplement pour François Ier, vous voyez, prendre un fait historique, un moineau, l'ébouriffer, puis le transformer en aigle non plus. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il y a des sujets intéressants, y compris à Toulon, par exemple, on parle par exemple sans arrêt du sabordage, de la flotte de Toulon, on parle rarement des bombardements sur Toulon. Hein, il y a eu 8 bombardements avec des centaines, presque un millier de morts sur Toulon. Ça, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Ça pourrait être un thème. Il ne faudrait pas non plus le gonfler trop. Mais pourquoi pas, moi je trouve que la remarque de Julien, tout de même, elle n'est pas impertinente. Hein. Il y a un roman national républicain, il pose la question non pas d'un roman national, mais enfin d'une lecture bainvillienne de l'histoire. C'est vrai qu'elle explique. Il doit y en avoir d'autres. Hein. Il doit y en avoir d'autres. Hein. Alors, vous me pardonnerez, je ne suis pas d'ici. Je suis de Bretagne, mais je suis médiéviste. Un petit peu. Alors, pour aller dans le... pour pas aller dans le sens de Julien, mais... donc, il y a Notre-Dame-du-Glaive, je crois, c'est c'est une chapelle, je crois, qui est dans le Var, qui est supposée commémorer une victoire contre les musulmans suite à la victoire de Tourtour, si je ne me trompe pas. Deuxième chose, pour aller dans votre sens, le fait qu'il n'y ait pas de source pour le 9e ou le 10e siècle peut être justement un argument pour dire justement qu'il y a eu des invasions parce qu'il y a eu des destructions. Tout le monde sait que justement en travaillant, je suis archiviste et la grande crainte des archivistes, c'est le feu, l'eau, les destructions, les invasions. Alors, c'est justement s'appuyer sur le fait qu'il n'y ait pas de source pour dire finalement il n'y a pas eu d'invasion musulmane où on a trop exagéré. On peut retourner l'argument en disant que justement, comme on avait des sources avant, et on constate, je crois, je connais mal les sources de la région, je connais plus ma Bretagne, il semble qu'il y ait un dépérissement des sources à cette époque-là. Ce dépérissement des sources peut s'expliquer justement par des invasions sarrasines qui a causé un certain nombre de destructions. Quoique le dépérissement ne signifie pas annulation pure et simple. Nous sommes d'accord. Parce que nous avons des sources. Mais nous avons toujours... Des sources connues que moi-même, je ne suis pas médiéviste, je répète encore une fois, mais que moi-même, je ne soupçonnais pas. Non, mais il faut toujours réfléchir, ça, quand on travaille sur des textes, on travaille toujours sur les sources lacunaires. Et voilà. Mais éventuellement, ces grosses lacunes peuvent aller dans le sens justement des destructions. Alors, pour finir, pour aller un peu, pas dans la polémique, mais un peu quand même, pour parler d'interprétation de l'histoire, peut-être dans l'action française, ne serait-ce qu'en remplaçant dans le contexte. Pour ce que j'ai pu constater en Bretagne, j'ai travaillé sur le 11e, 12e siècle, il y avait une certaine logique de penser que finalement, et c'est un peu ce que vous avez dit, et c'est peut-être vrai en Provence, que finalement, tout ce qui n'était pas roi ou pape, c'est-à-dire les seigneurs locaux, comtes ou seigneurs plus ou moins territoriaux, passaient vaguement leur temps à se battre, n'étaient pas des facteurs d'ordre en général, sauf au moment où finalement la monarchie a fini par reprendre en main son pouvoir, et donc il peut y avoir une logique, une certaine interprétation inconsciente et compte tenu du contexte de Maurras et de Bainville, de voir l'histoire de France, y compris l'histoire régionale, à travers l'histoire de l'État, et à travers l'histoire de l'État, à travers l'histoire des Capétiens. Or, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et la bibliographie actuelle depuis les 30 dernières années montre bien qu'en fait, souvent, si la reconstruction ou l'organisation de l'État suite à la monarchie capétienne est en fait le fruit aussi de reconstruction progressive par des seigneurs locaux, des comtes locaux qui ont eu le souci éventuellement de leur territoire avec la collaboration d'abbayes locales ou extérieures. Et là, Julien a peut-être raison.
c'est que il y a peut-être inconsciemment une interprétation nationaliste, étatique de l'histoire de France, qui a eu tendance à gommer, mais c'est très sectorisé, fin 19e, début 20e, qui a eu tendance à gommer peut-être des influences régionales. L'avantage de votre conférence, peut-être implicite, vous avez parlé c'est là que j'ai vu un peu le côté maurassien, pardonnez. C'est une trahison de cadre, mais pas du peuple, etc. Vous avez des témoignages du peuple et pas des cadres, enfin, voilà, là vous manquez de sources si vous voulez. En revanche, il y a certainement votre conférence le montre, par Guillaume le Libérateur, ça montre quand même l'influence d'un seigneur local lié à une noblesse plus grande et qui défend son territoire. Oui, parce que L'abbé nous relance le débat entre l'histoire événementielle et la nouvelle histoire, en fait. oui, C'est ce débat. Par contre, il y a une dame, Pierre, qui, pardonnez-moi, monsieur l'abbé, mais il y a une dame qui a posé une question. Elle voudrait en savoir plus sur Guillaume. Elle dit c'est pas Guillaume le Conquérant. Est-ce que vous pourriez... Libérateur. Pacificateur. Oui, le pacificateur. Est-ce que vous pourriez... d'où sort-il, qui est-ce et après lui? Il est issu de seigneurs locaux. Son père, je l'ai signalé, s'appelait Boson et a reçu un fief ducal. N'oublions pas que nous sommes dans cette période confuse avant que la féodalité, qu'en France et dans l'Empire, avant que la féodalité devienne quelque chose d'organisé. Nous sommes d'autre part, c'est important, avant la trêve de Dieu, et par conséquent, nous avons une conception de la noblesse qui est tout à fait différente. Alors je crois que Guillaume est issu de ces seigneurs, comme Robert le Fort, l'ancêtre des Robertiens et des Capétiens. Robert le Fort était le fils d'un seigneur saxon, enfin, de famille de ces seigneurs germaniques, qui s'était établi dans le Val-de-Loire en particulier. Donc c'est Guillaume le Libérateur et comme Robert le Fort sont tout à fait révélateurs de cette petite noblesse qui existe parce que justement elle est capable de défendre. Elle est capable de défendre son territoire. Bon, en somme, s'il n'y avait pas eu les héritiers de Robert le Fort, la France aurait été découpée en petits morceaux. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est devenu. Bon, on ne peut pas faire de chronier et de recommencer les périodes. Mais enfin, on voit quand même les périodes de renouveau. Après les derniers mérovingiens, on appelle les rois fainéants, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient indolents, mais ça veut dire tout simplement qu'ils ne faisaient rien, sens étymologique, parce qu'ils étaient incapables de le faire. S'ils se promenaient dans des chars tirés par des bœufs, c'est pas parce que c'était de perpétuels paresseux, mais tout simplement parce qu'ils étaient minés par la maladie, probablement la tuberculose. Et ne pas oublier aussi que lorsque Charles Martel est vainqueur à Poitiers, il est maire du palais et en fait chef de l'État, si tant est qu'on puisse parler d'État, parce que c'est un interrègne entre Thierry IV et Childéric III, il y a eu un interrègne de plusieurs années. Et il faut toujours penser à l'Église. L'Église intervient,
en la personne du pape Zacharie, qui sacre Pépin le Bref, parce que toute l'œuvre, ce qui reste de l'œuvre de Clovis va disparaître, et donc les maires du palais épipinide, à partir de Pépin le Bref devient roi, c'est la tige des Carolingiens, et les Carolingiens finissent, toute proportion gardée il est vrai, finissent à peu près comme les Carolingiens, comme les Mérovingiens, c'est-à-dire par la décadence des derniers, aussi bien en France que dans l'Empire. Également un détail, je fais allusion à une maladie qui est probablement la tuberculose. Ne pas oublier que, hormis la mortalité infantile effroyable, les derniers Mérovingiens ont comme espérance de vie 18-25 ans. À part Clovis et Dagobert, on ne voit guère de Mérovingiens dépassant à peu près les 25 ans. Bon, il est vrai qu'ils s'entretuaient allègrement entre eux, et puis ensuite, quand ils ont fini de s'entretuer avec Dagobert, c'est la tuberculose qui a tué. Bon, et les Mérovingiens, même chose, enfin, toute proportion gardée.